Bonjour tout le monde. Merci pour ce beau colloque qui nous a permis déjà d'avoir des discussions fort stimulantes qui vont se poursuivre, je pense, mais en fait non, je suis sûr qu'elles vont se poursuivre encore jusqu'à demain. Donc oui, Janie, hôtesse de l'air. En fait, cette série-là paraît dans le magazine Claire, qui est un magazine lancé par la jeunesse étudiante chrétienne, donc c'est une revue catholique, en 1957 pour servir de pendant féminin, c'est important, à la revue François. Revue François qui, elle, s'adresse à un lectorat d'étudiants masculins. Et donc, cette revue féminine, Claire, se distingue par le contenu original, au sens de nouveau, qu'elle propose, oui, qui se compose notamment d'illustrations inédites et de bandes dessinées réalisées par Nicole Lapointe. Nicole Lapointe, qui est mieux connue au Québec sous son pseudonyme d'Isabelle Pierre. C'est une chanteuse, donc elle devient chanteuse, en fait, après avoir fait un bref passage par la bande dessinée. Vous la voyez d'ailleurs au centre de l'écran en ce moment. Entre autres séries, cette artiste va signer Janie, hôtesse de l'air. Donc, vous voyez ici Janie, elle apparaît en couverture de cette revue. À partir du 15 septembre 1960, vous allez voir que cette date est importante, je vais y revenir plus tard. Et cette œuvre retient l'attention du lectorat pendant presque 3 ans, ce qui est assez exceptionnel dans le contexte de cette revue-là, où les séries avaient une durée de vie très courte, finalement, où les épisodes, en fait, étaient limités à l'intérieur de quelques parutions seulement. Et elle est portée, la série Claire, Janie, par un graphisme, disons, atypique qui peut évoquer, dit rapidement, le style Atome. Et surtout, elle est portée par une héroïne qui va se transformer sous les yeux des lectrices en aventurière de calibre international. Vous allez voir que la première aventure, c'est pas exactement ça qui se passe, mais tranquillement, disons qu'elle va accumuler du bagage d'aventurière qui va lui permettre de vivre des situations plus intéressantes. Donc, la première série qui met en vedette Janie s'intitule Janie, hôtesse de l'air. Une hôtesse de l'air, c'est une agente de bord, là, si on utilise la terminologie plus contemporaine. Et elle va connaître 2 suites, toujours dans Claire, Janie chez les Romains et Janie et Dick au Mexique. Je vais vous expliquer qui est Dick un peu plus tard. En considérant donc la longévité de la série dont je viens de parler, tout comme la publicité qui lui est faite par la rédaction de Claire, et aussi en considérant les articles documentaires qui vont l'accompagner, on constate que son succès s'explique en grande partie par l'intérêt que suscite le voyage, donc c'est le thème de la présentation, chez les étudiantes. Et c'est important d'insister sur le E final, donc les étudiantes, ces étudiantes féminines. Le développement spectaculaire de l'aviation commerciale durant les années 50 va effectivement offrir à la jeune génération la promesse d'un monde à découvrir, d'une porte de sortie aussi. Surtout, cette possibilité-là est plus que jamais à la portée des femmes, des jeunes femmes, puisque de nombreux postes d'agentes de bord doivent être pourvus presque instantanément. Et la série Janie va s'emparer de ce fantasme que la bande dessinée arrive à bien véhiculer, notamment par le biais de l'image, où on représente des contrées étrangères de la façon la plus impressionnante possible. Il va insuffler aussi à cet imaginaire la dose de mystère et d'action qui va en faire un feuilleton tout à fait palpitant. En fait, dans le contexte de l'époque. Vous me direz si vous trouvez ça palpitant, si vous la consultez éventuellement. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, en fait, c'est étudier ce nouvel imaginaire du voyage, dans le contexte de la revue, en se demandant comment il est présenté dans une œuvre de fiction qui repose sur une protagoniste féminine aux jeunes lectrices canadiennes-françaises. Et je veux aussi identifier les frontières, donc puisqu'on parle de frontières intra- et extra-diégétiques, qui sont traversées par ce personnage pour ensuite interroger les enjeux que ça soulève, que ces déplacements vont soulever, en tenant compte du public ciblé et de la ligne éditoriale de la revue Claire, 2 éléments sur lesquels je vais revenir. Ma présentation va accorder aussi une attention particulière au dialogue que la série va entretenir avec les contenus connexes présentés dans Claire, notamment en ce qui a trait à la place des femmes sur le marché du travail. Il y a des rubriques d'orientation dont je vais parler, et à leur rôle comme, vous vous en doutez, gardienne de la cellule familiale. C'est d'autant plus nécessaire que l'univers de Janie déborde régulièrement hors des planches en fait qui lui sont réservées, que ce soit dans un courrier des lectrices qui est reproduit par la revue Claire, que ce soit en couverture de certains numéros, comme celle-ci qui est très belle d'ailleurs parce qu'elle se déplie, donc c'est une couverture panoramique en fait, et donc que ce soit à travers toutes sortes de concours ou de rubriques finalement paratextuelles qui mettent en scène Janie.
Et en franchissant ces frontières discursives, médiatiques, l'imaginaire du voyage va s'associer encore plus fermement, fortement au motif de l'aventure, de l'exotisme et éventuellement de la fuite. Autrement dit, là, je propose d'étudier la représentation du voyage et son évolution dans l'ensemble de la série Janie, ou des 3 sous-séries, si vous voulez, en tant que carrefour où les discours ou les valeurs portées par la revue Claire vont s'entrechoquer, parfois même se réfuter. Le slogan de la revue Claire, qui se définit comme, je cite, le magazine des adolescentes canadiennes françaises, énonce finalement assez explicitement qui est le public visé par Janie, mais aussi par les rubriques qu'on présente. Il s'agit de jeunes filles qui sont sur le pas de la vie adulte, qui vont devenir adultes bientôt, et qui s'apprêtent donc à occuper des nouveaux rôles familiaux et professionnels. Pour ces raisons-là, et étant donné aussi qu'on connaît le contexte religieux dans lequel cette revue s'inscrit, on n'est pas surpris de constater que des chroniques ont une forte visée éducative et que les enseignements transmis, surtout, reposent sur une vision traditionnelle du rôle social de la femme. Par exemple, au-delà des conseils sur l'apparence physique qui doit être à la fois soignée mais discrète, élégante mais effacée, pas provocante, les pages qui visent à orienter les lectrices vers le marché du travail véhiculent bien les limites qui sont posées aux ambitions des jeunes lectrices. Comme le rappellent par exemple Kathleen Villeneuve et Mathieu Paradis, je cite leur article, « Les emplois socialement acceptés par les femmes se limitent à ceux qui demandent les qualités et compétences perçues comme féminines à l'époque, le dévouement, le soin des autres, l'éducation. Et donc, les métiers qui sont acceptables tels que présentés dans Claire vont correspondre à ces critères-là. Les jeunes femmes peuvent devenir institutrices, puéricultrices, c'est-à-dire éducatrices de la petite enfance, infirmières, et ainsi de suite. Bref, elles vont pouvoir reproduire dans le monde professionnel les comportements attendus dans la sphère privée. La vocation du mariage, d'ailleurs, là, je cite la revue, va être présentée comme une profession dans un cahier spécial orientation qui est daté du 1er mars 1958. Donc, ça vous dit bien dans quel esprit un peu on se situe. À côté de ces perspectives professionnelles, mais aussi donc familiales étroites, le métier d'hôtesse de l'air représente une porte ouverte vers une certaine forme de liberté qui est tout de même limitée. On le constate surtout en lisant le courrier des lectrices envoyé à la revue Claire, où les questions sur la formation pour devenir hôtesse de l'air sont fréquentes. Questions sur les critères d'embauche aussi, évidemment. Et ces questions-là deviennent de plus en plus fréquentes à partir de la réouverture de l'aéroport international Montréal-Dorval, qui a subi des rénovations majeures en 1960. Donc, il y a eu une couverture médiatique importante autour de la réfection, en fait, de cet aéroport-là. En fait, l'aéroport va rouvrir ses portes le 15 décembre 1960 et devient à ce moment-là le plus gros aéroport du pays, ce qui contribue en fait à ce bagage médiatique-là dont je parlais. Des nouvelles routes aériennes sont ouvertes, des liaisons internationales aussi nouvelles apparaissent, si bien qu'il y a un besoin accru pour du personnel de cabine, notamment des agentes de bord. Les adolescentes qui rêvent de voir le monde vont donc presser la rédaction de Claire de lui fournir tous les renseignements dont je parlais tantôt, puisque ce métier semble représenter pour elles une certaine forme d'indépendance qui est contrôlée, bien sûr, mais néanmoins rare, du moins si on compare aux autres professions présentées dans la revue Claire, comme celle du mariage que j'évoquais précédemment. Les rédacteurs et les rédactrices de la revue vont obtempérer en publiant notamment une série de fictions dont j'ai parlé, Janie hôtesse de l'air, et dont je vais parler, j'y arrive, en plus d'une série d'articles et d'entretiens sur l'aviation, sur le métier d'hôtesse de l'air et donc sur les conditions d'embauche qui attendent, en fait, qui guettent les futures hôtesses. Et pour tempérer l'excitation des lectrices, les articles informatiques vont insister sur le fait que ces critères d'embauche sont extrêmement exigeants. On peut penser, entre autres, aux conditions qui sont émises par Air Canada, donc la société d'aviation la plus importante au Canada à ce moment-là, et qui sont relayées dans Claire. Je vous avertis, il y a un petit décalage temporel par rapport aux valeurs actuelles. L'hôtesse doit avoir entre 21 et 26 ans, donc, selon Air Canada, mesurer entre 62 et 67 pouces, peser entre 100 et 130 livres, mais ce n'est pas tout. Elle doit aussi être célibataire et, chose importante, ne pas porter de lunettes.
Et là encore, malgré ça, les heureux élus qui vont atteindre ces standards-là, une fois entrés en fonction, s'apercevront rapidement que le métier n'est pas synonyme d'aventure. La rédaction de Claire va préciser au contraire, je cite ce qu'on écrit, que celles qui ne trouvent aucun intérêt dans les travaux domestiques vont être déçues, car le rôle d'hôtesse de l'air s'apparente à celui de la maîtresse de maison. Donc, finalement, c'est un rôle domestique, mais dans les airs. Et par ce discours, la rédaction de Claire ramène à l'ordre ses lectrices les plus rêveuses en dépeignant la profession comme l'antichambre de la sphère domestique ou comme une autre étape temporaire, puisqu'on peut occuper ce métier-là de l'âge de 21 ans jusqu'à l'âge de 26 ans, donc c'est une période très courte. Donc, une étape temporaire qui les conduit vers leur rôle plus naturel, entre guillemets. Les adolescentes qui fréquentent Claire doivent donc se tourner vers la fiction pour découvrir une hôtesse de l'air qui correspond à leurs attentes, à leur désir d'aventure. Janie, effectivement, incarne beaucoup plus la jeunesse professionnelle, ambitieuse, débrouillarde, que la mère ou l'épouse en devenir. Il faut dire que sa créatrice, Nicole Lapointe, que je vous présentais tantôt, va chanter quelques années plus tard la libération sexuelle de la femme. Donc, il y a une espèce de modernité déjà, je pense, dans sa pratique artistique qu'on peut commencer à déceler à travers la série Janie. Le caractère frondeur de ce personnage-là est d'autant plus marqué qu'il va s'opposer à celui prudent, réservé de sa mère. Sa mère, à Janie, va être surprise, par exemple, quand sa fille lui annonce qu'elle a entrepris des démarches pour devenir hôtesse de l'air et elle va tenter immédiatement de la dissuader. Les horaires difficiles, les risques mécaniques, les examens médicaux sont évoqués comme autant d'obstacles qui serviraient en fait à détourner Janie de ce qui est considéré comme une lubie. Il y a évidemment derrière ces réticences une résistance à l'émancipation financière, mais aussi familiale, de Janie, qui aspire manifestement à quitter le domicile. D'ailleurs, chaque fois qu'elle revient chez elle entre deux voyages, elle pense qu'à quitter, en fait, qu'à sa prochaine aventure, sa prochaine mission. Et donc, les arguments de la mère n'impressionnent pas trop Janie, d'autant plus que le père de Janie, qui est le pilote de ligne, va appuyer les démarches de sa fille. Et d'ailleurs, Janie va faire remarquer à sa mère qu'elle ne s'émeut pas trop du fait que son père prend les airs et qu'il peut lui aussi crever dans un accident d'avion. Donc, l'argumentaire de la mère est débouté assez rapidement, finalement. La protagoniste, donc, demeure indifférente aux avertissements et aux reproches parce que son frère aussi va lui reprocher le fait que ce métier-là en est un d'oisiveté où on fait que voyager sans réellement travailler. Il va plutôt se fier à son intuition pour guider ses actions. C'est ce qui l'amène, dans l'exercice de ses fonctions, à être impliqué dans des aventures plus ou moins rocambolesques. En s'engageant auprès de la LCA, qui est la compagnie fictive d'aviation pour laquelle Janie travaille, elle va donc devenir, comme je le disais, aventurière. Dans la première des 3 séries qui la mettent en vedette, l'héroïne va donc enquêter, c'est la première aventure, ça prend la forme d'une enquête policière, sur la disparition d'une collègue, André, si jamais vous voulez savoir qui elle est, qui n'a pas été revue depuis la journée des examens d'admission à la LCA. Et donc, tout le monde se demande ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est soudainement disparue. Les recherches, l'enquête de Janie va l'amener de Montréal, évidemment, à Paris, puis éventuellement à New York, où elle va retrouver André, qui avait un peu quitté le Canada parce que sa mère, qui habitait aux États-Unis, était tombée malade, puis elle a oublié d'avertir ses amis. Donc, vous voyez, quand je parle de non-aventure, il y a comme un dégonflement de l'aventure qui se produit dans cette première série-là. Vous allez voir plus tard, c'est un peu plus intéressant. Et donc, cette aventure se clôt de cette manière. Dans Janie chez les Romains, Janie va participer d'une façon un peu plus intéressante au démantèlement d'un réseau de trafiquants de diamants qui se déguisent en romains, d'ailleurs, pour le plaisir. Là, puis c'est vraiment comme ça que c'est présenté, donc, puisqu'on est à Rome. Non sans avoir été, Janie, préalablement kidnappée et menacée de mort. Donc là, on entre dans quelque chose un peu plus croustillant. Là. Mais c'est dans Janie et Dick au Mexique que la série va adhérer le plus habilement au code du feuilleton en opposant Janie et le pilote Dick Bryant aux forces de la nature, perdu en mer. Je dis Dick Bryant parce que j'imagine que c'est comme ça qu'elle le prononce. Je ne sais pas si c'est Dick Bryant, mais il parle en français. Donc on peut présumer qu'il est bilingue. Perdu en mer, puis naufragé à la suite d'un orage violent, les 2 aventuriers vont finalement retrouver la civilisation au Mexique à force de lutter contre des dangers réels, la faim, la noyade, l'épuisement. Donc là, on est dans une espèce d'aventure un peu plus proche d'un récit de naufragé comme on en retrouvait dans la littérature jeunesse du 17e, 18e siècle. Dans tous les cas, le rythme est relativement haletant, ce qui permet à Janie de parcourir plusieurs milliers de kilomètres au fil des péripéties et ce qui donne aussi l'occasion à l'artiste, en fait, d'élaborer des décors qui frappent l'imaginaire. À travers les yeux de Janie, les lectrices découvrent les principaux attraits de la vieille Europe, comme la Tour Eiffel.
c'est pas si vieux, mais pour une Canadienne française, ça l'est. Le Colisée, les cafés parisiens, ou encore l'effervescence de New York, qui est toujours représentée comme étant baignée de lumière et ceinturée, en fait, d'édifices immenses représentés dans un style un peu art déco. Là, c'est très beau. Si vous me permettez un commentaire subjectif. Donc, le récit d'aventure devient en fait un prétexte pour illustrer un monde à découvrir et pour éviter le retour à la maison, surtout que redoute Janie, puisqu'il est synonyme d'ennui, mais aussi d'une vie à venir qui ne l'intéresse pas particulièrement. Et on arrive à l'amour, la partie la plus intéressante de la communication. L'existence simultanée des revues François et Claire, de même que la division du lectorat qu'elle va induire nécessairement, montre que les univers masculins et féminins sont parallèles dans ces deux imaginaires, si on veut, et ne s'entrechoquent pas réellement. La question des relations amoureuses, par exemple, est abordée dans les courriers des lectrices et des lecteurs qui sont reproduits dans Claire et François pour mieux être évacués. Dans l'édition du 15 septembre 60, où paraît justement la première aventure de Janie, les résultats d'une enquête menée par la rédaction de Claire auprès de garçons et de filles de 14 et 15 ans résument de la façon suivante le problème étudiant des sorties garçons-filles. Donc, la conclusion est que les relations sentimentales entre adolescents existent bien. Là, ça paraît un peu comme une révélation là, dans la revue, ce qui est particulier. Mais elles sont futiles et nuisibles. Futiles parce que les garçons sortent avec les filles pour se vanter auprès de leurs camarades masculins. Et nuisibles parce que ce sont des niaiseries, comme le dit Louise Sauvé, 14 ans, qui détournent des choses sérieuses comme les études. En fait, surtout les études. Ce traitement réservé à la question amoureuse se transpose dans la série Janie, n'en déplaise aux prétendants de l'héroïne qui sont constamment, en fait, rebutés ou ignorés par la protagoniste. C'est le cas d'un dénommé Alain, qu'on n'aperçoit jamais, mais qui apparaît dans une bulle de dialogue que j'ai reproduite à l'écran, que Janie refuse de voir parce qu'elle doit étudier pour ses tests d'admission à la LCA. Donc, dans cette réaction-là, quelque chose qui concorde parfaitement avec les propos de Louise Sauvé que j'ai cités tantôt. L'amour est subordonné à la carrière ou en tout cas aux études. C'est ce principe-là que l'héroïne va suivre aussi quand elle freine les avances bien voilées, là, il faut le dire, de Luc, le premier pilote avec qui elle voyage sur la ligne Montréal-Paris. Quand Luc lui demande courageusement de l'accompagner au théâtre lors d'une soirée à Paris, qui est d'ailleurs la ville de l'amour, hein, le symbole est important, notre héroïne va lui répondre « Excellente idée ». Jusque-là, ça va. Là. Mais après ça, elle ajoute « Allons retrouver les autres membres de l'équipage ». Et c'est là que Luc se retrouve de plein pied dans la friend zone pour ne jamais en ressortir. Mais Janie n'est pas insensible, malgré ça, au charme de Luc, puisque son absence va lui manquer quand elle est affectée à la ligne Montréal-New York. Et donc, elle se demande si elle va le revoir. Luc n'a pas abdiqué à ce moment-là, parce que lui va donc abandonner son poste à la LCA pour s'engager auprès d'une compagnie américaine et espérer croiser Janie à l'aéroport, là, par un hasard digne des meilleures comédies sentimentales. Mais pauvre lui, sachant ça, Janie n'hésite pas malgré tout à accepter un transfert sur la ligne Montréal-Rome, finalement. Donc, Luc se retrouve à être abandonné et Janie le console en lui disant le métier avant tout, ce qui convainc pas particulièrement Luc. Donc, ça démontre finalement qu'il y a un dénouement inévitable qui passe par le rejet de l'amour pour que d'autres aventures, dont cette aventure romaine, puissent arriver. Pour conclure, je propose qu'on regarde en fait cette dernière page de la série, donc ça clôt en fait aussi la série Janie. On y voit justement la question amoureuse ressurgir, mais on entrevoit cette fois-ci la possibilité d'un rapprochement imminent, c'est-à-dire un baiser, entre Janie et Dick, son principal complice, comme je le disais tantôt, à partir de Janie et Dick au Mexique. Dick déclare par exemple que, je le cite, « Nous pourrons dire que nous avons vécu de drôles d'aventures tous les deux, après donc ce retour du Mexique, laissant présager que le temps des aventures est révolu. » Et Janie va aussi mettre un disque à ce moment-là sur le tourne-disque, disque où joue une chanson qui évoque un rendez-vous manqué, ce qui est une allusion directe au kidnapping successif de Janie et Dick. Là. Ils se manquent constamment parce qu'ils se font constamment enlever, finalement. Et tous ces indices annoncent un changement tant à ce qui a trait à la relation entre les deux héros qu'aux activités professionnelles de Janie. C'est comme si, à demi-mot, l'héroïne annonçait sa retraite, ce qui la conduit tout naturellement vers le couple, hein, l'amour c'est un peu ça, et donc un espace social conventionnel, celui du foyer. On entend dans ce revirement narratif et dans ce changement de personnalité aussi l'écho d'un article publié dans Claire au moment où la série est lancée. Cet article-là, qui s'intitulait « Avant d'entrer à l'usine, pense au moment où tu en sortiras »,
insistait bien sur le fait que le travail pour une jeune femme se pose en dernier recours pour surmonter une situation économique là, extrême, précaire. Mais donc, c'est jamais une fin en soi, le travail. Au contraire, il s'agit d'une période transitoire entre la fin de l'âge scolaire et, je cite l'auteur, Richard Joly, la vraie belle vie de femme, c'est-à-dire celle de ménagère mariée, de préférence. Si Janie offre un modèle d'indépendance amoureuse, professionnelle et économique, de détermination, de courage aussi durant 3 ans, elle se range finalement avec une certaine nostalgie derrière les préceptes de la revue qui l'héberge. Et l'aventure, tout comme le voyage, va se vivre comme une parenthèse heureuse mais atypique, comme une espèce d'aventure parallèle dans un parcours qui suivait finalement un tracé bien défini. Merci.